ancien colonel, ancien commandant en chef de la base de Mérignac. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, cette question, cette zone de l'attaqué, le fief de Bachar al-Assad, pourquoi Israël s'autorise des manœuvres dans cette région? Alors il faut aller lui demander. Et, évidemment, c'est illégal. Je crois qu'Israël avait pour objectif de cibler des éléments du Hezbollah. Peu importe, de toute façon, c'est une opération illégale qu'Israël mène depuis très longtemps en Syrie. Le président Vladimir Poutine, lui, tient à conserver des relations avec tous les partenaires de la région parce qu'il est dans une logique de paix. Quand on est dans une logique de paix, il faut pouvoir continuer à discuter avec tout le monde. Quand on est dans une logique de guerre, on donne des intimations, on fixe des lignes rouges, on agit avec les outils méthodologiques de la logique de guerre, des outils binaires. Le président Poutine, lui, agit avec les outils méthodologiques de la logique de paix, c'est-à-dire des outils complexes. Donc il a intérêt à calmer le jeu dans la région. Alors là on voit que la défense russe a annoncé que c'était un S-200 de la défense antiaérienne syrienne qui avait abattu l'avion russe. Effectivement, c'est une possibilité. Maintenant, vous connaissez la phrase de Clémenceau, on ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Donc là, nous sommes pendant la guerre. Toute information doit être prise avec du recul et avec de l'analyse. Alors justement, ce qui pourrait être donc une bavure de l'armée de défense syrienne, Moscou juge que cette situation elle a été provoquée par les manœuvres justement israéliennes dans cette région de l'attaqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors si effectivement l'avion russe a été abattu par un missile antiaérien syrien, moi je ne mets pas la probabilité à 100%, hein. Je la mets à 80%. Si effectivement l'avion russe a été abattu par la défense antiaérienne syrienne, il est évident que c'est à cause de l'attaque israélienne de 4 F-16 sur l'attaqué qui a provoqué la confusion. Et c'est dans ce genre de situation un peu confuse où on est sur les dents que ce genre de tir fratricide peut arriver. Il est quand même une autre possibilité que je mets à 20% de probabilité, comme ça au doigt mouillé, c'est que ce soit les F-16 israéliens qui aient abattu l'avion russe et que le ministère de la Défense russe ait décidé d'attribuer ce tir à la défense antiaérienne syrienne avec son accord, de façon à calmer le jeu, comme je le disais. Parce que sinon, on entrait dans une logique de montée aux extrêmes, une logique de guerre. Or, la Russie... Mais quel serait l'intérêt de la Russie à calmer le jeu si Israël est réellement des responsables indirectement de... Son intérêt, c'est le long terme. Si vous voulez, quand on veut construire la paix, ça prend du temps. Et les outils de la paix, de construction de la paix, c'est le dialogue, c'est se réunir autour d'une table, c'est avancer ses arguments, écouter ceux des autres, etc. C'est tout ça, c'est ce qu'a fait exactement, c'est ce qu'ont fait exactement Poutine et Erdogan quand ils ont décidé la démilitarisation d'Ebdil. C'est exactement. C'était hier. Et justement, c'était hier justement cette rencontre à Sochi entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc pour établir une zone tampon à Idlib, alors qu'on a annoncé depuis plusieurs jours une intervention de l'armée syrienne et de l'armée russe à Idlib, ce dernier bastion djihadiste. Ce hasard de calendrier, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, il faut se souvenir de la rencontre de Téhéran entre Rouhani, Erdogan et Poutine, où le président Poutine et le président Erdogan étaient sortis avec des objectifs différents, très différents. Dans la foulée, la Turquie a envoyé ses chars dans le nord de la province d'Idlib pour marquer son territoire. Et là, il fallait négocier, toujours dans la logique de paix. D'autant que la Turquie et la Russie sont dans le même camp. Aujourd'hui, la Turquie a un mouvement un peu erratique. On a l'impression qu'Erdogan veut un peu le beurre et l'argent du beurre. Il change de position, il semble être une girouette. Mais si on regarde le long terme, c'est-à-dire où en était la Turquie en 2010 par exemple, et où elle en est aujourd'hui, on voit que sur le long terme, la Turquie opère un rapprochement vers la Russie, vers l'Organisation de coopération de Shanghai. Ça, c'est la tendance de long terme. J'ai une question qui concerne encore les manœuvres israéliennes dans cette région de l'attaqué. Ce sont des manœuvres unilatérales? Oui. Selon vous? Pardon? Ce sont des manœuvres unilatérales? Je pense, oui. Je pense qu'Israël décide
de ce qu'il fait et met tout le monde devant le fait accompli. C'est la politique du fait accompli. Israël a toujours pratiqué la politique du fait accompli depuis des décennies et des décennies. Donc on ne s'étonnera pas qu'elle agisse comme ça. À un moment donné, quand la thermodynamique régionale va évoluer, Israël sera peut-être bien obligé de se calmer un petit peu aussi. Et les conséquences de ces événements alors je pense qu'on est encore une fois dans une situation extrêmement tendue, où tout le monde parle de risque de monter aux extrêmes et donc possiblement de guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Donc nous sommes dans une situation très 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 tendue, où le moindre dérapage peut être fatal. Et l'on voit que depuis 3 semaines, la préparation de l'attaque sur Ibdil, la scénarisation d'une attaque chimique sous fausse bannière qui a été révélée par les médias russes, tout ça sont l'entrée des chars en Turquie. Tous ces événements finalement trouvent leur issue à court terme dans un aplanissement des tensions. Donc voilà, on en est là. On en est à chaque fois avec des tentatives de monter aux extrêmes et hop, tout de suite, on revient à quelque chose de plus calme parce que la situation est vraiment très très tendue. Merci beaucoup Régis Chamagne pour toutes ces précisions.